Tous. Alors après un exposé de Mickaël, de quelqu'un d'extrêmement expérimenté, vous allez avoir maintenant un témoignage de très jeunes débutants, puisque notre démarche a commencé il y a à peu près un an. Et ce que l'on veut partager avec vous, c'est finalement ce que nous avons appris, à la fois les satisfactions et puis les obstacles que nous avons rencontrés. Donc le sommaire assez simple, une présentation de BCA Expertise, de nos problématiques, et puis un passage un petit peu plus long sur le lancement du projet Lean dans l'entreprise. Alors, BCA Expertise, notre métier, c'est d'expertiser tout véhicule pour principalement des assureurs, mais ça peut être aussi pour des constructeurs, ça peut être pour des loueurs. D'accord ? Donc, le cas classique, c'est une collision. Donc, on a un expert qui va chez le réparateur regarder votre véhicule pour estimer combien coûte la réparation de ce véhicule. C'est assez simple. Donc, c'est une entreprise qui a 57 ans, donc c'est une vieille dame, qui est un petit peu atypique sur le marché, puisque c'est un métier qui normalement est un métier d'experts libéraux, et nous sommes un peu l'exception. Nous sommes la seule entreprise avec des salariés. Donc 103 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous traitons à peu près 1 million de dossiers par an, et pour cela nous avons 83 agences sur le territoire français, plus 4 centres de gestion administrative. Et nous avons à peu près 1150 salariés qui se répartissent en 600 experts, 350 administratives réparties à la fois sur les centres de gestion administrative et au sein des agences, et puis 200 personnes support qui sont au siège à Asnières. Alors, vous l'avez compris, on a un process qui est assez simple dans le principe. Nous recevons un ordre de mission par EDI, un échange de données informatisé. L'assureur nous envoie une mission en disant, voilà, vous devez voir le véhicule immatriculé tant, à tel endroit, tel jour. Très simple. Une prestation technique d'expert, assez simple aussi, il se déplace, ou d'expertise à distance également, suivi d'une prestation administrative et un produit livré qui est un rapport ou une prestation administrative, mais c'est quand même principalement un rapport. Donc tout ça est un process assez simple, je dirais aussi simple que de faire cuire des pâtes. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Alors, juste pour vous faire toucher du doigt, on ne va pas rentrer dans le détail, mais si je prends l'exemple très simple d'une voiture, ça vous est peut-être arrivé, qui a été vraiment salement amochée, l'expert arrive, il arrive dans l'atelier, il dit, ben voilà, ce véhicule est VEI, véhicule économiquement irréparable. Généralement, en tant qu'assuré, c'est difficile à vivre, ça veut dire que votre véhicule il est mort et qu'il va falloir en acheter un autre. Donc dans ce cas-là, l'expert dit, ben voilà, il est VEI et l'assureur vous paie donc une indemnité qui correspond à la valeur de ce véhicule au jour du sinistre. Simple. Dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué. Ok, l'expert y voit, c'est un VEI. Alors il y a des clients qui nous disent, dans ce cas-là, monsieur l'expert, s'il vous plaît, vous appelez l'assuré pour lui expliquer ce que c'est un VEI, lui expliquer pourquoi vous avez retenu 4 500 € pour la valeur de ce véhicule, lui expliquer toute la procédure. Les clients disent, surtout pas, surtout, vous ne l'appelez pas, c'est moi qui vais l'appeler. Très bien. Dans certains cas, on a des clients qui nous disent, vous faites enlever tout de suite le véhicule, parce que dans ce cas-là, le garage facture des frais de gardiennage, donc il faut que le véhicule sorte. Faites-le enlever tout de suite. D'autres clients qui nous disent, ah non, surtout pas, parce qu'il y a des effets personnels de l'assuré, donc surtout, vous ne le faites pas enlever. Il y a certains clients qui nous disent, ah, faites un appel d'offres, parce qu'ensuite, le véhicule, c'est l'assureur qui essaie d'en retirer la meilleure valeur. Donc faites un appel d'offres pour le valoriser. Certains assureurs qui disent, ah ben non, moi j'ai mon réseau d'épavistes exclusifs, donc c'est dans mon réseau. Donc vous voyez que sur un process qui est a priori très simple, il y a à chaque étape des tas de variantes qui créent une combinatoire très foisonnante, on va dire, et qui fait le charme de notre métier. Alors, la problématique initiale, je parle de quelque chose qui était, on va dire, en 2006-2007, un modèle de fonctionnement top-down, je dirais très classique, très français, jacobin et élitiste, à savoir, on a un siège qui pense, qui est intelligent,
qui voit tout et qui est capable de tout concevoir, et on définit les règles, on revient aux notions évoquées tout à l'heure, on définit des règles et vous appliquez. Une hétérogénéité de performance entre les agences. Alors, pour illustrer, normalement, voilà. Ça, c'est juste à l'échelle d'une des régions, on a 5 régions. À l'échelle d'une région, la différence des stocks de dossiers entre les agences. Donc, vous voyez que les différences, ce n'est pas l'épaisseur du trait, hein, c'est quasiment de 1 à 2. 1 à 2 dans l'âge, 1 à 2 dans le stock. Des gains évidents en termes d'efficience, de la même façon sur les productivités, que ce soit côté administratif, côté expert, vous voyez les écarts incroyables qu'il pouvait y avoir. Peu de dynamique, peu de partage et une faible visibilité du client. Et un système stable. Moi, ce que je trouve qui est extrêmement dangereux dans le modèle de fonctionnement top-down, c'est qu'on a un système qui se stabilise dans le non-fonctionnement. Hein, c'est-à-dire que quand on a une telle hétérogénéité, c'est facile, au niveau du siège, de dire « Ah bah oui, mais nous, on a pensé un truc qui était nickel chrome, mais vraiment, sur le terrain, ils sont vraiment pas doués, ils ne savent pas le faire. Hein, ils appliquent mal, c'est leur faute. » Et puis sur le terrain, on dit « Bah ouais, mais nous, on fait ce qu'on peut, on arrange les bidons, mais le process qu'ils nous ont pondu, ça vaut rien. » Et alors, je me démène tous les jours pour faire du mieux que je peux, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et donc, on a, comme ça, à la fois un sentiment de défiance au sein de l'entreprise et une stabilité où chacun se dit bah, c'est la faute de l'autre et rien ne bouge. Donc, notre première démarche, ça a été de lancer, enfin de dire quelque chose d'assez classique, un projet de partage des bonnes pratiques avec une équipe de support. Donc, on est resté dans la logique top-down. Hein. Une équipe de support chargée d'identifier les bonnes pratiques, les documenter, les diffuser, mettre ces documents à disposition sur l'intranet, avec un suivi de la mise en œuvre. Alors ça a marché. Hein. On a eu des gains dès les premiers mois sur l'homogénéisation des performances, des gains de productivité, parce qu'il y avait des choses évidentes. Nous sommes passés à l'étape suivante. Alors pourquoi un projet Lean? Donc, le constat, bien évidemment, du plafonnement de la démarche précédente. Également, un axe majeur du plan d'entreprise, c'est-à-dire que quand on a fait notre plan d'entreprise Réussir Ensemble 2016, il y avait 2 grands axes qui étaient le service au client et la démarche Great Place to Work. Donc là, clairement, le Lean apparaissait comme la démarche cohérente avec ces deux axes-là. Donc en termes de contexte, on va dire qu'on était dans un contexte d'une intuition à valider. Concrètement, voilà, on avait l'intuition que le Lean, c'était ça qu'il fallait faire, c'était ça dont on avait besoin. En même temps, il ne faut pas se le cacher, la plupart des personnes dans l'entreprise étaient, on va dire, perplexes. D'accord ? Donc il y a eu la création d'une direction du service au client dont j'ai pris la responsabilité. Et quand j'ai proposé une démarche Lean, on va dire que j'ai recueilli un acquiescement poli, mais ce truc-là, ouais, chez nous, bon allez, on va te faire confiance, tu as l'air sympathique. Et donc en termes de stratégie, on a fait la stratégie que j'appelle PNP, prudence et parmentier, à savoir commencer modeste, hein, pas lancer, ouais on va faire du Lean, ouais chouette, non. Hein, on va faire un pilote dans une agence, tranquille. On en parle quasiment le moins possible, et on est vraiment finalement dans la même logique que les chantiers Kaizen, c'est essayer de découvrir la solution en la faisant plutôt que de la penser. Hein, pas passer des heures dans un bureau en disant tiens, ouais, on va faire un plan Lean, on va le structurer. Non, non. On va faire un essai sur une agence et on verra. D'accord ? Et par rapport aux autres, hein, vous connaissez Parmentier, du moins la légende sur Parmentier et les pommes de terre. Quand il a essayé de les vendre, personne ne les achetait. Et puis du jour où il les a mis dans un champ gardé par des militaires, il y a des gens qui sont venus les voler. Parce que tiens, si c'est gardé par des militaires, c'est que ça a de la valeur. Ben, Parmentier, voilà, on a appliqué la même stratégie, on a fait Lean sans trop en parler, et du coup, tout le monde s'y intéresse.
Donc, je vais passer la parole avec, maintenant que vous voyez le contexte, à Jean-Yves Bédu, qui est le responsable chez nous de la démarche et qui va vous présenter les résultats des pilotes que l'on a fait en agence et en centre de gestion administrative. Alors en fait, on est parti, comme a dit Franck, vas-y, passe-les, ce sera plus facile. On est parti de devoir faire le test dans une agence. Donc l'agence, vous avez vu, on en a 80 en France, on a pris une. Structure de l'agence, c'est assez simple, il y a un patron qui s'occupe à la fois du pôle administratif. Vous savez, dans notre métier, il y a l'aspect technique de l'expert, mais il y a l'aspect administratif pour tout ce qui est communication avec les clients. Donc il y a dans cette agence 7 experts en automobile et du côté administratif, une assistante d'agence et 3 gestionnaires de clientèle. Le projet, vous le connaissez, c'est un projet assez standard qu'on a utilisé, hein, on a été aidé pour le faire. C'est premièrement observer ce que fait l'équipe, identifier des pistes, préparer un atelier, préparer les modules de l'atelier, construire l'atelier, pour après, avec une partie de l'équipe, donc environ la moitié de l'équipe, mener l'atelier pendant 3 jours, leur faire découvrir les principes du Lean, mais surtout, on le fait en site pour qu'ils puissent aller à chaque module, aller voir sur le terrain, voir leurs collègues et constater ce qui se passe réellement, réellement le processus. Puis après, on les lance dans une phase d'implémentation, où là, on a 6 semaines où on les accompagne. Donc, le chef de projet est présent 2 jours par semaine pour les aider. Et on arrive sur une phase qu'on a appelée le bilan, hein, qui est une présentation des résultats du projet sur les 3 mois, qui est présenté à l'équipe et aux sponsors du projet. Alors ce bilan, c'est comme ça qu'on l'a nommé, c'est pas le bon terme. Parce qu'en fait, c'est pas un bilan, c'est pas une fin. C'est juste l'avion quitte le porte-avions, on va dire. Après, c'est à eux de continuer la démarche. Alors, on les aide encore dans l'amélioration continue. On les aide avec des suivis assez réguliers. Mais voilà, en gros, ils sont propulsés et après, c'est à eux de faire. Alors, les difficultés qu'on a eues. Parce que, on a commencé, on a cherché un peu. Et la première, quand on est arrivé dans l'agence, vous avez vu, Franck vous a présenté, on a fait différentes choses, différents plans d'organisation qui a été fait auparavant. Et donc, la première chose qu'on nous a dit, c'est encore une lubie. C'est quelque chose qui va passer, c'est encore une lubie. Donc c'est à nous de leur faire voir qu'ils peuvent y gagner quelque chose. Que ce qu'on voulait faire, c'était qu'il y ait un échange avec eux, leur faire voir que ça fonctionnait. Donc, tout au départ, on a commencé par les choses simples. Il y a un exemple qui me vient en tête, c'est dans les premiers daily meetings qu'on faisait avec eux, il y a une gestionnaire de clientèle qui dit « Moi, mon problème, c'est l'imprimante. J'ai une imprimante derrière moi, donc c'est des imprimantes de sites de production, vous voyez, quand même des grosses imprimantes. Et ça fait du bruit. Quand je suis au téléphone, ça me gêne, etc. Donc, après, on charge le problème. On dit, OK, on va essayer de résoudre le problème en équipe. On va chercher pourquoi, en fait, l'imprimante était placée là. Et en fait, c'est la fatalité. L'imprimante a été placée là parce qu'elle a toujours été là et parce que la prise réseau se trouve là. Donc, on ne peut pas bouger l'imprimante. Le premier résultat, c'était ça. Donc ensemble, avec l'équipe, on a cherché et trouvé des solutions, on les a mis tout de suite en application. Ça veut dire qu'on a pris l'imprimante matériellement et on l'a bougé. La première chose qu'on a fait avec eux, c'est ça, le faire directement. Donc déjà, ils ont dit, tiens, ça change, quelque chose qui change. Et puis, la gestionnaire de clientèle a été satisfaite. Il y avait moins de bruit. Le bruit, on l'a mis ailleurs et c'était... Donc c'était, voilà, rapidement, on a mis en place des choses avec eux. La deuxième chose, non, c'est pas ça. La deuxième chose qu'on a mis en place aussi, c'est que le flux de missions est continu chez nous. Les clients demandent des missions continuellement. Et les experts partent en congé régulièrement. Je veux dire, c'est normal. Et jusqu'à présent, quand ils partaient en congé, les dossiers et les demandes s'entassaient dans une pile. Donc ça avait 2 inconvénients majeurs. Le premier, c'est que les clients, quand ils appelaient en disant « Où en est mon dossier ?», on leur disait « Rappelez dans 15 jours quand l'expert rentrera de vacances », ce qui est assez moyen au niveau du service. Et le deuxième, c'est quand l'expert rentrait de vacances, en quelques secondes, son bénéfice vacances était éradiqué quand il voyait la pile de dossiers qu'il avait à traiter.
Donc on a travaillé avec eux sur ça, ils ont mis en place une organisation, ils ont essayé, et donc c'était l'année dernière, et pendant la période estivale, ils ont essayé, ils ont mis en place, et ils se sont dit, waouh, super, super parce que moins de réclamations, donc moins de réclamations sur les points administratifs, plus de disponibilité, et surtout quand ils rentrent, génial, génial, j'ai pas de travail supplémentaire à faire, je reprends mon travail normal. Donc ça, c'était les premières choses où vraiment on voulait qu'ils voient que ce n'est pas une démarche pour améliorer, qui va que dans un sens. On voulait qu'ils voient qu'il est gagnant-gagnant. C'est pour nos clients, pour l'entreprise et pour eux. Alors, l'autre chose qui nous a un peu embêtés au départ, c'est on ne voit rien. Le stock, en fait, dans une entreprise, dans une usine, ça va bien, parce qu'on le voit. On peut le mettre au bout d'une chaîne. Mais chez nous, le stock, il est dans la machine. Donc les gens, ils le voient pas. Donc on s'est même posé la question avec donc, le coach qui nous accompagnait de fabriquer un stock. Parce que quelque part, c'était tout le temps dans la machine et on voyait pas. Donc ce qui a été important, c'est d'essayer de leur faire, grâce à un management individuel, un lien entre leurs actions et les résultats de leurs actions. Donc, pour ça, effectivement, on a utilisé le management visuel. On a beaucoup aussi travaillé sur le check dans leurs actions, sur les Kaizen, et leur dire, zappez pas le moment de mesure, parce qu'on va un peu vite. C'est un peu facile. On trouve le problème, on a une solution, et c'est bon, la solution va marcher. Et on a dit, non, faites attention, mettez un indicateur mesuré. Ils se sont rendus compte que quelquefois, effectivement, on pense que ça va marcher, mais les performances ne sont pas là. Et il y a un autre point, c'est la visualisation du travail à réaliser et réalisé. Nos gestionnaires de clientèle, par le fait que tout se trouve dans la machine, le matin étaient assez stressés de dire « je ne vois pas le travail que j'ai à faire. Je ne sais pas ce que je dois faire aujourd'hui. Je sais qu'il y en a beaucoup, je vais y passer beaucoup de temps, mais je ne sais pas si je vais aller au bout, le stress de ne pas finir, etc. » Donc, elles ont commencé à travailler ensemble pour fabriquer elles-mêmes un management visuel où tous les matins, elles notent le travail à réaliser. Et en équipe, donc elles réalisent les tâches. Et surtout, elles les effacent. C'est un truc sur un tableau blanc, c'est facile. Elles les effacent au fur et à mesure. Et ça leur donne de l'air. Ça les rassure sur leur position et leur performance dans la journée. Et surtout, à la fin de la journée, ou même avant, quand ça arrive, quand ils ont fini la dernière case, waouh, super, on a réussi. Et ça leur donne aussi le rythme pour travailler. Donc parallèlement à ça, on avait aussi utilisé je n'ai plus le nom, un tableau de marche, voilà, pour les aider en production. Alors après aussi, oui, une des choses qui est un peu liée avec encore une lubie, c'est de vaincre les dogmes et les habitudes, et aussi les paradigmes. Zéro stock ici, on n'y arrivera pas, c'est impossible. Le stock, ça a toujours existé. C'est comme la prise réseau dans l'imprimante, c'est une fatalité, c'est comme ça ne changera jamais. Et donc de voir avec eux, de travailler directement sur ces paradigmes, de leur dire non, c'est peut-être pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Le stock, on va pas le tuer demain, mais c'est où on veut aller. C'est notre étoile du Nord. C'est là qu'on veut aller. Et donc, désolé. Et donc de les emmener à ça. De faire avec les éléments les plus moteurs. Dans l'équipe, il n'y a pas eu que des gens qui avaient envie de faire tout de suite. Il y en a qui avaient envie, d'autres qui étaient plutôt neutres et d'autres qui n'avaient pas vraiment envie de faire. Donc on s'est vraiment concentré sur ceux qui voulaient faire, on a emmené l'équipe. Petit à petit, les gens accrochent. Et aussi challenger, parce que si on veut aller plus loin, il faut qu'on les challenge. Donc l'importance du sponsor qui vient les voir régulièrement, qui les félicite sur leurs résultats et surtout qui leur donne des challenges. Sans challenge, on ne voit rien. Vous verrez dans la présentation d'après, dans les centres de gestion, si on n'a pas le challenge, les gens sont dans un élément stable et donc quelque part on a des difficultés à voir les problèmes. Donc au niveau de la performance, je passe régulièrement, en gros, rapidement, pardon. Voilà, le stock, c'était la fatalité, on ne pouvait pas le tuer, mais il passe à zéro. Le stock interne de BCA Expertise dans l'agence est passé à zéro. Et après, vous pouvez voir, c'est des performances qui ont été toujours au minimum à 2 chiffres. Au niveau du ressenti de l'équipe, c'était très important pour nous. On voulait faire une démarche lean.
mais que ce soit bien, et Franck l'a dit, hein, pour la démarche pour Great Place to Work. On veut que les gens soient bien. Et donc, dans le ressenti de l'équipe, en gros, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'au départ, le stress est assez fort. On les sort un peu de leur zone de confort. On leur demande de faire leur job et de réfléchir à des solutions. Et au début, c'est très déstabilisant. Et toutes les équipes, sur nos 4 projets pilotes, toutes les équipes nous ont fait ce même ressenti. Au début, c'est très déstabilisant. Et ce qui est important, c'est la sensibilité du chef de projet. Ce stress est quelque part un peu nécessaire, mais il ne faut pas aller trop loin. Il faut respecter la personne et gérer effectivement ce stress. Un truc qui était bien, c'est qu'à Lille, ils ne faisaient plus de pause. Enfin, ils étaient dans la production au long d'une journée. Et avec le projet, ils ont réussi à se remettre en milieu de journée une pause café. C'était notamment une des conséquences du management visuel qui s'était construit. On sait où on est au milieu de la journée et on s'accorde une pause. Et pour nous, ça paraît anodin, mais c'est un élément vraiment important pour que les personnes se trouvent bien. Alors, sur le deuxième pilote, on a fait 3 projets en parallèle. Donc là, on est allé vers un centre de gestion administrative. Vous avez vu, on en a 4 en France. Alors là, la structure est un peu différente. C'est un responsable et après, donc il ne traite que du travail administratif. Hein. Il n'y a pas du tout d'experts dans les structures. Et donc, on a 3 pôles de production qui sont avec 6 ou 8 personnes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a positionné les 3 assistantes comme team leader. Alors, on verrait qu'on a peut-être... Enfin, c'est un choix qu'on a fait à un moment et qui, aujourd'hui, faut y réfléchir et peut-être l'améliorer. Donc un centre de gestion, en fait, c'est une grosse entité qui travaille avec une partie de nos agences. Il y a des agences qui n'ont pas du tout de transfert de back-office sur le centre de gestion et d'autres qui ont des transferts de différents processus avec différents volumes. En fait, tout ça arrive sur le centre de gestion et eux, ils gèrent des morceaux de processus pour des parties d'agences. Et ils réalisent aussi quelques spécificités pour certains de nos clients. Il y a un des pôles d'ailleurs qu'on a traité qui réalise des sessions d'un assureur, d'un de nos clients. Donc les sessions entre l'assureur et les épavistes. Alors, la difficulté au départ, ça a été waouh, mais on va devoir faire ça. Donc ça, c'était en sortie d'atelier hein, quand on a présenté les choses. On dit mais on va devoir faire ça en plus de notre travail. Bah, comment on fait? Enfin, vous nous enlevez du travail? Mais, non. Donc il y avait eu quelque chose qui a fallu faire rapidement. C'est leur donner de l'air. Ils ont besoin vite d'avoir des résultats déjà, et surtout de gagner du temps pour faire des réflexions un peu plus poussées. Donc on avait vraiment orienté les premières actions sur trouver des gaspillages rapidement, et on les zappe. Donc tout en partant de la valeur client. Il y en a un qui vient en tête, c'est par exemple, il y a un de nos clients qui nous envoie des missions par mail. Donc, Franck vous l'a dit, on le reçoit beaucoup par télématique, mais là, il les envoyait par mail. Et notre système d'information n'est pas capable d'intégrer un doc d'un mail dans notre système. Donc, on imprimait le mail, on le saisissait, puis on le scannait pour le mettre dans notre système d'information. Ce qui est très efficient. Donc voilà, avec elle, on dit, attends, on voit bien que c'est un gaspillage, elle voyait bien que c'est un gaspillage, mais comment faire? Et de fil en aiguille, elles ont trouvé des solutions qu'elles ont mis en place, ont mesuré, ça marchait, et tout de suite, voilà, ça donne de l'air. Alors c'est peut-être pas beaucoup, c'est peut-être une demi-heure par jour sur le pôle, mais c'est une demi-heure. Et petit à petit, on a gagné jusqu'à, donc sur le projet de 3 mois, jusqu'à plus de 2 heures de disponibilité. Après, l'autre problème qui est apparu, c'est quelles sont les attentes de nos clients et surtout, c'est qui notre client? Parce que quand on leur a demandé c'est qui votre client, on a dit c'est les agences. On a dit c'est vos équipiers, c'est pas vos clients. Et c'était vraiment important de replacer les choses dans cette optique-là, parce que là, elle voulait satisfaire l'agence. Mais nous, ce qu'on veut, c'est satisfaire nos clients. Donc ça les a vraiment aidés à faire leur réflexion à ce niveau-là. Donc on leur a dit, voilà, ce qu'on veut, c'est ensemble, vous avec l'équipe, parce que c'est avec l'équipe, avec l'agence, vous devez aller marquer le but, en gros. Mais c'est ensemble, pour satisfaire le client. Donc vous devez travailler ensemble pour y arriver. Donc de bien remettre en place la notion d'équipier. Et quelque chose qu'on a appris avec eux, c'est la VOC réflexe. Alors, quand le véhicule n'est pas économiquement réparable, on écrit au client.
On écrit au client et on lui donne une notice, qui est super bien faite parce que nous, nos clients remplissent la notice, tellement c'est bien fait. Donc, ils ont vite analysé que sur ces courriers, il y avait des problèmes, parce que les clients nous retournaient des documents qui étaient erronés, donc des allers-retours avec le client, du délai, etc. Donc, elles ont travaillé sur le sujet, elles ont fait une nouvelle notice, créé une notice, elles ont essayé et ça ne marchait pas, ou pas bien. En gros, passer de 50% de rebut à 30%. Ah, c'est bien, mais pas que. Et donc, ce qui était bien, parce qu'ils l'ont fait d'elles-mêmes, c'est qu'ils ont appelé un client qui avait un retour courrier qui n'était pas correct. Ils l'ont appelé. Ils ont dit, monsieur, vous avez rempli les courriers, qu'est-ce qui vous a gêné? Qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore, nous, pour que vous puissiez répondre correctement du premier coup? Et donc, elles ont modifié la notice jusqu'à arriver, aujourd'hui, on a un taux de retour qui est, c'est bon, à 90%. Donc, ils sont passés de 50 à 90, mais en allant petit à petit. Surtout, maintenant, ils ont le réflexe de dire, tiens, c'est un peu ce que disait Michael Ballet, le problème, on le prend et on l'utilise pour essayer de s'améliorer, en appelant le client directement. Alors après, pareil, visualiser les flux dans le CGA. Vous avez vu, hein, ça travaille avec beaucoup d'agences et on ne fait pas les mêmes processus, les mêmes morceaux de processus pour toutes les agences. Donc c'était très difficile. Donc l'idée, c'était de faire le VSM et le MIFA. Alors le VSM nous aide plutôt pour partager et visualiser rapidement où on se trouve dans le processus quand on discute d'un processus. Et le MiFi nous a permis quelque chose d'assez bien, c'est que le fait d'être assez complet et de bien indiquer les échanges d'informations, on a pu identifier que notre client avait une somme d'argent bloquée pendant un certain temps et que sur ce point-là, nous, on pouvait l'aider. Et donc, aujourd'hui, elle travaille sur ce point-là pour éviter d'immobilisation de trésorerie à notre client. Et la dernière difficulté qu'on a eue, mais c'est pas la moindre, c'est la place du middle management dans le projet. Je vous l'ai dit au départ, vous avez vu la structure du centre de gestion, on a zappé le responsable de centre de gestion. En fait, on a pris nos assistantes de Paul et on a travaillé avec elles. Super. On l'a fait parce qu'on ne voulait pas que les gens soient... on voulait qu'ils s'expriment, les équipes. Et on s'est dit, si on met le responsable de CGA, peut-être que ça ne va pas fonctionner dans le Kaizen. Donc, on ne l'a pas mis en place du tout. On ne voulait pas brider l'expression. Sauf que cette personne, elle s'est sentie vraiment remise en cause. Vraiment. Quand elle bat les souris, c'est... on a affaire à quelqu'un d'intelligent qui nous aide quand même, mais elle s'est sentie remise en cause. Quand aujourd'hui, on affiche des résultats de 10% ou 20% de productivité en plus, et qu'elle n'a pas participé à la chose, et qu'en gros, c'est l'organisation d'avant qui faisait ça, enfin, pour elle, c'est hyper inconfortable hein, comme position. Donc là, on s'est loupé. Alors, j'ai pas de solution. On ne sait pas bien comment il faut la positionner, mais ce qu'on sait, c'est que pour les prochains, on va la positionner dans le projet. On ne sait pas à quel niveau, on ne sait pas comment, mais on va la positionner. Donc, sur les performances, voilà, hein, on est un peu dans les mêmes notions de performance que ce qu'on a eu en agence, hein, avec des performances de chiffres. Ce qui est à noter sur ça, c'est que les performances en termes de délai sur certaines prestations nous ont permis de gagner, de conquérir de nouveaux clients. On leur a présenté nos performances sur la prestation et ça nous a permis de gagner de nouveaux clients. Donc c'est plutôt pas mal. Le ressenti des équipes, alors là, en fait, c'est un peu différent. Enfin, c'est pas un peu différent. C'est toujours... au début, ça nous retourne le cerveau. Ça, c'est vraiment les choses qu'ils nous ont dit. C'est waouh, c'est hyper perturbant. Moi, j'ai vécu la même chose. Quand j'ai fait le premier projet, j'ai dit waouh, les premières semaines sont très difficiles. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi qu'on leur dise. On ne l'a peut-être pas assez dit, c'est qu'au départ, il y a un investissement nécessaire et que c'est vraiment perturbant. Ça nécessite une évolution du management. Enfin, ça crée une évolution du management. Les gens arrêtent de dire c'est comme ça qu'il faut faire, mais dire tiens, ensemble, on va regarder comment on peut améliorer le système. Ça donne du sens au travail, ils se sentent plus impliqués, ils participent. C'est grâce à eux qu'on devient plus performant. Ça améliore aussi leur confort, c'est important. L'imprimante, c'est peut-être anecdotique, mais la gestionnaire de clientèle, ça faisait 10 ans qu'elle travaillait avec une imprimante dans son dos, quoi. Enfin, et maintenant, voilà, on a amélioré son confort de travail.
L'esprit d'équipe, les daily meetings et les échanges de problèmes durant les daily meetings font que les gens s'apprécient plus, s'écoutent et aussi prennent en compte ce que dit l'autre. Parce que quelquefois, le problème de l'équipier, ça peut être juste résolu avec un petit truc à faire en plus de l'autre. La cohésion, bien sûr, ça leur fait prendre du recul et c'est enrichissant. Donc voilà, sur les 4 projets, hein, parce que là c'était 3 projets en même temps, on n'a pas eu de ressenti négatif de la part des équipes. C'était toujours mieux. Ils étaient quelque part vraiment très satisfaits de participer aux améliorations. Donc au bilan, c'est plutôt c'est très positif. On reparle du client. Parce que chez nous, comme vous l'a dit Franck, le client, on a été un peu loin. Et maintenant, en fait, à chaque problème, les gens se disent « Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le client ?» Donc, ils recentrent le client à chaque fois sur tous les problèmes. Il y a des gains pour nos clients, pour l'entreprise et pour les équipes. Parce que je vous ai dit, on gagne en performance opérationnelle, c'est clair. On gagne en coût, parce que les effets de gains qui sont faits, notamment de ne pas refaire des courriers, des choses comme ça, ça se traduit en gain opérationnel. Donc de coûts pour nos clients. Et surtout au bien-être des équipes, parce que le confort de travail, c'est aussi important. L'esprit d'équipe est renforcé par la résolution de problèmes. Notamment, on l'a vu à Lille, où des experts et des gestionnaires de clientèle, sont 2 populations différentes, travaillent ensemble pour résoudre des problèmes. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Et aussi, c'est une fierté retrouvée. Parce qu'on ne leur demande plus de faire des tâches de façon répétitive et sans réfléchir à ce qu'ils font. C'est de tous les jours, essayer de faire mieux et surtout de mettre en valeur leurs idées. La notice qui a été déployée, qui a été travaillée au centre de gestion, on va la mettre en place au niveau national. Alors ça sera le nouveau support pour le nouveau standard de travail et c'est sur celui-là qu'on travaillera par la suite. Donc ça, c'est plutôt bien. Et les choses auxquelles il faut faire très attention, c'est le stress de début de projet. Je ne vous l'ai pas dit, mais on est passé presque au clash dans certaines phases du projet. En début de projet, sur les centres de gestion, on est passé pas loin du clash. Donc vraiment, il faut que le chef de projet soit sensible à ça et qu'il fasse très attention. L'engagement du team leader, c'est la loco. Sans lui, on a vraiment du mal. Aujourd'hui, on voit que dans un de nos projets, le team leader est loin. Il est loin parce qu'il fait d'autres choses. Il ne fait pas que ce métier-là. Et ça nous gêne. L'équipe n'est pas assez entraînée et c'est plus difficile à maintenir l'amélioration continue. La place du middle management, je ne vais pas y revenir, mais faut pas passer à côté. Faut pas passer à côté. Il faut vraiment trouver sa place dans le projet. Et surtout, maintenant, c'est de rester dans la dynamique après le bilan. Au début, c'est super, on a des résultats, ça marche, on trouve des choses facilement. Les gaspillages, on les ramasse par terre, il y en a plein. Puis après, c'est plus difficile, il faut se creuser plus la tête, les problèmes sont plus difficiles. Les coachs et les chefs de projet sont moins présents. Et donc, quelque part, ça retombe un peu. Et donc, il faut le travailler, à mon avis, dans le projet pour que la dynamique reste là. Alors, juste un petit mot de conclusion. Moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que back-office, tout est dans le nom, c'est que généralement, ce sont des services qui ne sont pas forcément considérés, c'est un mal nécessaire, ce sont les soutiers, ils sont derrière, donc la préoccupation de l'entreprise est généralement de les réduire autant que possible. Voilà, c'est un coût, c'est... et pour moi, c'est une aberration. D'accord ? Si on a ces départements, c'est bien qu'ils concourent, eux aussi, à la satisfaction du client. Et on le voit très bien que dans un process qui se passe mal, si on le voit chez nous, de notre petite fenêtre, il y a un peu de tout. Et il y a effectivement la partie back-office, des process qui sont mal fichus, qui sont...
mal agencé, le back-office a un impact très fort sur la satisfaction du client. Et ce n'est pas en ne s'en occupant pas, en ne s'en préoccupant pas et en ne développant pas le bien-être de ces services-là qu'on pourra s'en sortir. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé d'extrêmement positif, et c'est bien ce que j'ai marqué, au-delà des performances opérationnelles, Jean-Yves les a présentées, on a des performances, des améliorations à 2 chiffres, là, il n'y a pas photo. Mais au-delà de ça, c'est vraiment de mobiliser, de redonner une envie à ces gens-là. Moi, j'étais vraiment, c'était au-delà des performances, une grande satisfaction d'avoir des assistantes qui disent « Ah, ben maintenant, je dors la nuit ». Parce qu'avant, elle était dans le stress de « Ah, mais je ne peux pas satisfaire mes agences ». Et elle ne savait pas comment satisfaire ses agences, parce que l'agence est un coéquipier, donc on perd de vue le client, donc on n'a pas de repère. Et de passer dans une logique où, oui, je vois où est le client, l'agence, c'est ma coéquipière, et là, je vois bien comment je peux travailler avec elle pour le satisfaire lui, c'est génial. Deuxième chose, c'est vraiment, et là, c'est pour partager avec vous sur notre maigre expérience, je le reconnais, il y a quelques points vraiment d'attention. Bien choisir les chefs de projet. Les chefs de projet, c'est-à-dire les personnes lignes qui viennent et qui accompagnent les team leaders, vraiment bien les choisir, parce qu'il faut des gens qui soient dans l'empathie, mais capables de challenger, qui soient capables de s'effacer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des gens avec un ego surdimensionné en disant « Ah, mais ça y est, en analysant votre truc, ça y est, moi j'ai la solution !» Ah ben non. Donc il faut qu'ils laissent l'équipe travailler. Donc il faut vraiment des gens posés, capables de prendre du recul et capables de développer, capables de se taire, capables de dire, justement de ne rien dire quand ils voient que l'équipe va faire une erreur, parce que l'erreur est aussi source d'apprentissage. Donc premier point, bien choisir les chefs de projet. Deuxième chose aussi, on va englober le tout, c'est sur la culture d'entreprise. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Quand on est sur un modèle top-down, c'est quand même très confortable pour tout le monde. Donc quand on passe dans une démarche lean, il faut, du moins nous, notre vécu, c'est que ça met une forte pression, parce que du coup, ça responsabilise tout le monde. Donc l'opérateur est responsabilisé dans le fait de regarder les problèmes, les analyser, trouver des solutions. Le manager, il est responsabilisé dans le fait d'accompagner ses collaborateurs, de les motiver, de les développer. Donc il y a tout de suite une forte responsabilisation de tout le monde. Donc on passe d'un modèle où on avait un fonctionnement qui permettait de se rejeter la faute l'un l'autre. Ouais, mais les procès ils sont mal conçus. Oh oui, mais ils sont trop bêtes en bas pour les appliquer correctement. Un modèle où on est tous solidaires, responsables sur le bateau. Et ça, ça secoue quoi. Par rapport, après, chacun, vous avez tous des cultures d'entreprise différentes, mais nous, on avait 57 ans de culture très jacobine, ça crée un peu des remous, donc il faut le gérer. Donc ça, c'était le point qui me semble important. Et puis toujours, ce que j'appelle la lutte contre la marée, c'est ce qu'évoquait Jean-Yves tout à l'heure, c'est que la production pousse. Nous, on a 4000 missions qui arrivent tous les jours. Et l'autre point qui est délicat, c'est trouver toujours, dégager le temps pour faire de l'amélioration continue et ne pas se laisser submerger par la production qui vient et qui finalement nous pousse naturellement à ne pas faire de l'amélioration continue. Donc toujours résister contre la marée et prendre le temps de faire vivre la démarche lean. Voilà, merci beaucoup.